Chers amis, bonjour, bienvenue sur ce direct où bien, je serai direct et on va parler de Linux. On va parler de Linux de façon complètement détendue, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop de technique. Le but du jeu, c'est de vous amener à comprendre, finalement, pourquoi est-ce que on pourrait passer à Linux et surtout à quoi est-ce que ça sert, en fait. Linux, vous en avez peut-être déjà entendu parler, donc c'est un système d'exploitation qui présente le gros avantage d'être absolument gratuit. Il est basé sur ce qu'on appelle du logiciel libre, la plupart étant en open source, c'est-à-dire que ce sont des informaticiens du monde entier qui, année après année, se mettent à programmer le système d'exploitation en question, et son contenu est entièrement accessible et modifiable, donc améliorable. C'est ce qui fait sa grosse différence avec un système comme macOS que vous avez dans les Macintosh ou Windows. Microsoft Windows qui eux sont des codes propriétaires et qui sont vendus. Donc on peut utiliser Linux en toute liberté, c'est le principe du logiciel libre, c'est le principe du logiciel gratuit. Et à quoi ça sert? Eh bien ça sert à faire fonctionner un ordinateur. Donc le premier intérêt, c'est quand on a un ordinateur qui n'est pas tout à fait récent, qui a fait son temps, eh bien on se dit qu'on mettrait bien un petit coup de jeune, et souvent il faut réinstaller le système d'exploitation. Et avec le temps, les mises à jour, etc., il n'est pas toujours aisé de mettre un système d'exploitation. Puis on verra aussi qu'il y a des vrais avantages à utiliser Linux, et que ça peut être un choix de premier ordre. C'est-à-dire qu'on peut, en partant d'un PC, installer Linux et l'utiliser bien comme tout autre ordinateur. Donc on peut s'orienter déjà vers deux tendances principales. La tendance station de travail, est-ce que on veut Linux pour éditer du texte, surfer sur internet, faire de la musique, regarder des vidéos, on peut aussi développer sous Linux. Je dis qu'on ne rentrera pas dans les détails techniques, mais effectivement on peut faire de la programmation. Mais la grosse puissance de Linux, c'est que c'est tout à fait convenable pour faire un serveur. Et qu'est-ce que c'est qu'un serveur? Eh bien, c'est ce qu'on utilise tous les jours sans forcément le savoir. Par exemple, quand on va sur un site internet, eh bien, là-bas, à l'autre bout de la ligne internet, il y a un serveur, donc qui peut être un serveur web, c'est le premier serveur auquel on pense, et on verra que on peut s'amuser à faire des serveurs bien utiles, par exemple des serveurs FTP, et des serveurs FTP, c'est pour transférer les fichiers, et des serveurs mail, ou des serveurs qui vont nous aider, et c'est aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui, à faire du streaming sur plusieurs plateformes, et tout cela, je le répète, absolument gratuitement. Alors d'où ça vient Linux? Eh bien, on peut le trouver sur internet. Ça vient... Bon, ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que ça existe, maintenant, Linux, parce que je dis une trentaine d'années maintenant. C'est un système d'exploitation qui a été lancé à l'initiative de Linus Torvalds. Et aujourd'hui, on peut le récupérer via ce qu'on appelle des distributions. Alors, l'une des plus courantes, c'est des plus faciles à utiliser pour démarrer, c'est Ubuntu. Alors, l'avantage d'Ubuntu, c'est que on peut le télécharger sur différents supports. Ça peut être une clé USB, ça peut être une partition de disque dur. Là encore, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais on peut utiliser aussi Red Hat ou Debian, qui est une des distributions avec laquelle j'ai commencé, qui est peut-être orientée un peu plus serveur. Bon, moi si j'ai un conseil à donner, je dirais Ubuntu, ça fait tout.
Alors, est-ce que ça fonctionne Linux? Ça fonctionne très bien. Ça peut fonctionner 24 heures sur 24. On peut ne jamais l'arrêter. D'ailleurs, c'est fortement recommandé parce qu'il s'agit d'un serveur. Et vous allez comprendre pourquoi. Linux est un système d'exploitation qui est pensé dès le départ pour plusieurs utilisateurs. Contrairement à un ordinateur Windows, qu'on a tendance à l'utiliser, je dirais, sur la même session, même quand on se fabrique des comptes différents. Linux est vraiment intrinsèquement, dès son système de fichiers, orienté pour être utilisé par plusieurs utilisateurs. Néanmoins, il y en a un principal, qui est l'utilisateur root, R-O-O-T, l'utilisateur racine, root, racine en anglais. Il faut comprendre que Linux est basé sur l'Unix, qui était son parent autrefois, et donc quand on est root sur un ordinateur Linux, on peut tout faire. Alors est-ce que ça fonctionne? Oui, bien sûr ça fonctionne, il y a cependant certaines limites, c'est-à-dire que dès l'instant où on va vouloir utiliser des logiciels propriétaires, tels que des périphériques, des imprimantes, des scanners, des caméras particulières, ou dans le monde d'Apple, des périphériques un peu propriétaires, bon là ça devient compliqué. Néanmoins, ça fonctionne justement très bien sur toutes les plateformes. On n'a même pas parlé de savoir si c'était un Mac ou un PC, puisque aujourd'hui il existe des distributions Linux pour à peu près toutes les plateformes. Et donc, dans sa philosophie, Linux, c'est avant tout un ordinateur qui sera connecté au réseau et qui sera utilisé par plusieurs personnes. Alors, que ce soit activement, si ces personnes s'y connectent depuis d'autres ordinateurs sur le réseau, qui peut être à l'intérieur ou à l'extérieur. On verra cela, mais je dirais que on peut mettre Linux sur un portable, on peut même, ça il n'y a pas de problème, mais l'intérêt de Linux c'est quand même d'avoir une machine qui va rester stable, qui va servir de serveur de fichiers ou de base de données, et donc on va rester constamment connecté et exploité. Alors, Linux est multi-user, donc comme on l'a dit, donc ça veut dire que les fichiers, il y a une notion de sécurité qui va s'organiser par groupe, par utilisateur. Là encore, on peut faire très très simple et n'avoir qu'un seul utilisateur. On en a toujours au moins deux. Il y a l'utilisateur root, qu'on n'utilise pas trop en dehors des phases d'installation ou de configuration. Et bien le premier utilisateur, en général, c'est celui ou celle qui installe la machine en question et crée un compte à son nom. Ce qui aura pour effet donc de lui créer un répertoire dans le système de fichiers à son nom. Alors, ce système de fichiers il est très performant. Il ne présente aucune limitation, il permet de faire des recherches rapides et de gérer vraiment des très très gros volumes. Il faut comprendre que Linux est couramment utilisé sur des très très gros serveurs, des très très gros calculateurs, tout simplement parce que c'est finalement très efficace. Alors, et toujours, dès l'instant où on ouvre sa machine au monde, une notion de sécurité à avoir en tête. Et pour cela, si on a l'occasion, on approfondira un petit peu pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour sécuriser sa machine, que ce soit au niveau local ou au niveau mondial, dès l'instant où la machine est connectée en réseau. Donc on connecte la machine Linux derrière une box, on se connecte ma foi comme on peut. La façon la plus courante c'est d'être connecté derrière une box. L'idéal étant d'avoir un accès à cette box et la possibilité de pouvoir la configurer pour gérer des appels entrants si on veut ouvrir la machine Linux au monde.
Donc ça veut dire typiquement que si vous envisagez d'installer un serveur web sur votre machine Linux, ça fonctionnera parfaitement sur la machine en question, ça fonctionnera parfaitement sur le réseau local, et si vous voulez que ça fonctionne dans le monde entier, il y aura une petite configuration à effectuer au niveau de la box pour laisser les bons ports ouverts et les router vers la machine Linux. On préférera toujours utiliser une IP fixe pour la machine Linux. Néanmoins, des fois, ça n'est pas possible. On est obligé d'avoir des IP dynamiques, dans des IP qui changent tout le temps. Alors, pas de panique, chaque cas de figure a sa solution, notamment en utilisant des services de DNS dynamiques qui, bien souvent, sont gratuits. On reste dans la gratuité toujours. Quand je parlais du serveur FTP, c'est un protocole très ancien qui permet d'échanger des fichiers avec une bonne efficacité, un bon niveau de sécurité et d'être particulièrement robuste à travers les internets. Donc le serveur FTP, on va pas s'étendre dessus. On va attaquer directement le cœur, à savoir le serveur web et streaming. Donc les deux vont ensemble, parce que les serveurs web, bon, là encore c'est du logiciel gratuit que l'on peut trouver. Alors j'ai longtemps utilisé un serveur qui s'appelait Apache, et qui s'appelle toujours Apache d'ailleurs, qui est très bien. Et en fait là j'utilise ces derniers temps, je préfère le serveur Nginx, qui est un serveur qui est très robuste, qui permet de gérer des gros volumes et surtout qui permet de faire du streaming. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire du streaming? Eh bien, il est intéressant aujourd'hui de vouloir diffuser des contenus vidéo et des contenus vidéo qui sont en direct. Et donc, pour utiliser ces contenus vidéo en direct, plusieurs options s'offrent à nous. La première option étant celle de vouloir être totalement autonome. À savoir, on diffuse un contenu qui va peut-être être sensible au niveau des droits et donc sera rapidement filtré sur les plateformes YouTube ou Facebook. Et donc, si on estime qu'on a le droit de mettre, naturellement, ça nous isole des problèmes de plateforme, mais pas des problèmes de loi, ou des problèmes légaux, bien sûr, ou des problèmes techniques, à savoir que si on veut connecter une dizaine de personnes en simultané, eh bien, il faudra 10 fois la bande passante nécessaire. Donc là, on verra des cas pratiques un peu plus tard, et comment construire une audience en toute autonomie par rapport aux plateformes Twitch, YouTube et que sais-je. Et un autre gros intérêt, en tout cas c'est comme cela que j'utilise moi la plateforme actuellement, qui va être de pouvoir, à partir d'un stream, le répartir sur différentes plateformes. Alors je sais qu'il s'agit là d'un service qui existe déjà en ligne, néanmoins c'est un service payant. Donc si vous le faites avec Linux, naturellement, là encore, vous réalisez une économie et vous pouvez diffuser sur autant de plateformes que vous désirez, ou autant de comptes que la puissance de votre box vous permet, naturellement. Le serveur web, donc que ce soit Nginx ou Apache, s'accompagne souvent d'un serveur de base de données, c'est ce qui va permettre d'installer des CMS tels que WordPress par exemple, ou de réaliser des plateformes d'accueil, enfin voilà, vous pouvez faire absolument tout sans limite et sans restriction au niveau du serveur web. Il vous suffit d'avoir la bonne configuration DNS qui renverra bien vers la box, qui elle-même bien configurée renverra vers le serveur Linux, qui naturellement doit être allumé en permanence pour pouvoir honorer
les requêtes. Et tout cela tourne, il faut se le dire, parfaitement sur un ordinateur de puissance bureautique normale. À vous d'ajouter l'espace disque nécessaire pour avoir la ressource suffisante en ligne. Là encore, vous réalisez une économie très importante du fait que ce qui va coûter cher chez des prestataires tels que OVH ou Amazon ou que sais-je, c'est que vous allez payer cher l'espace disque, la ressource en giga. Alors que là, sur un serveur Linux, ma foi, si vous mettez votre disque de 4 Tera, eh bien, vous disposez de tout l'espace nécessaire, et sur l'ordinateur, vous pouvez mettre, même relié à un NAS, vous avez, pour ainsi dire, une capacité de stockage infinie, et qui ne vous coûtera pas plus cher. La seule limitation étant, je le répète, la puissance de la box, naturellement. Il est toujours préférable d'avoir une box qui offre un bon débit, particulièrement en upload. Une autre fonctionnalité peut-être intéressante d'un serveur Linux, ça va être de construire un serveur mail. Alors, le serveur mail, bon là encore c'est une configuration compliquée, mais pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir une confidentialité importante, c'est-à-dire que là pour le coup vous n'utilisez pas un service tiers, ni Google, ni que sais-je, enfin aucun fournisseur de mails. Là les mails partent directement de la personne qui les envoie à votre serveur et seront stockés sur votre serveur. Donc au niveau confidentialité, je dirais qu'on est au top, et vous pouvez naturellement effectuer toutes les configurations qui vous amusent en termes de réception, de renvoi, de liste de diffusion, etc. etc. Alors un dernier petit rajout sur les serveurs de streaming. Pour ceux que ça intéresse, on peut faire de la radio. On peut faire de la radio en utilisant des serveurs Icecast qui, là encore, sont gratuits et vous permettent de faire de la radio 24 heures sur 24 sans limitation. Donc, j'ai envie de vous dire commençons. Donc la meilleure façon de commencer, eh bien, ce sera peut-être de suivre un tout petit tuto qu'on fera prochainement sur comment télécharger Linux sur une clé USB. L'intérêt étant déjà de tester Linux sur une machine sans pour autant la déconfigurer ou y toucher. C'est-à-dire que dès l'instant où vous avez installé Linux sur une clé USB, vous pouvez tout à fait démarrer n'importe quel ordinateur sur ce système d'exploitation. Et après, quand on enlève la clé, bien, ça repart exactement comme avant. On n'a absolument rien touché, rien détruit. Donc le plus simple, comme je disais, c'est de commencer aussi par Ubuntu. Alors il y a d'excellents tutos qui existent déjà. Vous pouvez là tout de suite après cette vidéo commencer à télécharger Linux sur un Ubuntu. Et vous pouvez aussi, pourquoi pas, me solliciter pour qu'éventuellement je vous oriente et vous aide sur les premières configurations. Sachant que dès l'instant où vous aurez démarré Linux sur une clé, bien, ma foi, ça ressemble grandement à ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire un bureau avec un menu, une souris, et la possibilité d'ouvrir un navigateur, un explorateur de fichiers, de lire des vidéos si vous en avez déjà stocké sur un ordinateur. Donc, écoutez, c'est une petite première, cette vidéo. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire quelques autres. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces, à partager et à vous lancer sur Linux, de sorte que le réseau grandisse et que nous puissions communiquer avec efficacité, sans pour autant dépenser de l'argent, et recycler des vieilles machines aussi. Ça marche vraiment très bien sur des ordinateurs qui
aujourd'hui ne supporte plus les dernières versions de Windows ou de macOS. Ça peut être un vieux Mac ou un vieux PC, mais ça peut aussi être une machine tout à fait récente. Donc, je vous invite vraiment à entrer dans l'aventure. Je terminerai en disant que en 1995, oui, ça date pas d'hier, lorsque j'ai ouvert le premier cybercafé de Paris, à l'époque, il n'y avait pas de possibilité de se connecter simplement sur Internet via Windows, on était au 3.1, ou par Mac. Donc la solution la plus économique et la plus efficace à l'époque, déjà, a été d'installer les ordinateurs accessibles au public sur des machines Linux, et chaque client du cybercafé disposait de son accès personnel. Il faut voir que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Linux est vraiment très orienté multi-utilisateur, sans limitation dès l'instant où c'est bien administré, donc ça peut donner des idées à certains dans le milieu associatif par exemple ou artistique, si on désire disposer d'espaces autonomes, libres, bien entendu toujours dans le respect des règles en vigueur dans votre pays. Voilà, je vous souhaite une bonne aventure avec Linux et à très bientôt.